Bienvenue dans Ciel ma planète, le podcast qui aborde les enjeux climatiques avec pédagogie en interviewant des invités en action. Nous aborderons des thématiques du quotidien en discutant des constats et des solutions applicables. Aujourd'hui, on va parler océan avec Alice Vitou, créatrice de la fresque Océane. Alors bonjour Alice et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Bastien, merci. En tout cas, je suis ravie. Merci de m'avoir invité. Alors au début de notre émission, on va parler du constat. Avec cette première question, c'est Alice, comment va ta planète ? Écoute, comment va ma planète ? Pas très bien. Mais ce que j'aurais envie de commencer à dire, c'est justement comment va ma planète. Je trouve ça intéressant comme question. Déjà parce que c'est pas ma planète. Alors c'est pas ma planète en tant que Alice Vitou, mais à vrai dire, c'est même pas la nôtre en tant qu'humain. Et je trouve intéressant en fait ta question, parce qu'en fait c'est une question assez symptomatique du problème, dans le sens où c'est pas vraiment notre planète. On est juste des passagers sur la planète Terre. Ouais. Et souvent justement on pense la maîtriser, on pense qu'il faut protéger notre planète, alors qu'on est justement pas au-dessus, on va dire. Ma planète, notre planète, elle va pas très bien, ce qui est malheureusement pas une surprise. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une souffrance généralisée au niveau de la biodiversité, des forêts, des glaciers et des océans, ce qui est mon domaine de prédilection. Mais l'homme aussi va pas très bien, avec notamment l'épisode de Covid, on le voit, et c'est assez flagrant. Ouais. Donc, la planète va pas très bien. J'ai tendance à dire que la planète en tant que telle s'en remettra de tout ça et de toutes nos activités et de l'ensemble des dérèglements qu'on lui inflige. Par contre, comment le vivant va passer cette étape-là, c'est notre question et ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, ce que je trouve, quand je réfléchis à ça, je me dis que je trouve que le monde est un petit peu absurde, à vrai dire. On a passé des centaines, voire des milliers d'années à essayer de comprendre notre planète, à l'explorer, à découvrir des nouveaux territoires, à essayer de cultiver, de comprendre un petit peu comment la planète fonctionne. Et maintenant qu'on on est arrivé un petit peu, je ne peux pas dire au bout, mais à une certaine maîtrise, et ben en fait, on comprend qu'on ne peut justement pas la maîtriser. On avait une certaine arrogance par rapport à tout ça et finalement, ça se retourne contre nous. Tout est en train de se dérégler et on en paye le prix fort et ce n'est malheureusement que le début. Donc voilà, notre défi maintenant, ça va être de limiter les dégâts, essayer de préserver un maximum tout ça. Et pour le sujet, moi, qui me tient à cœur, qui est le sujet des océans, et ben en fait, arrêter de le traité comme un monde invisible, parce qu'il fait plus de 70% de la surface de la planète. Il est juste essentiel à la vie sur Terre. Et donc, commencer à découvrir vraiment ce monde et le préserver. Oui, c'est ça. La notion, c'est vraiment avant que l'on soit une planète Terre, on est une planète bleue. Finalement, on est une planète océan. Et toi, comme tu disais, c'est ton domaine de prédilection. Est-ce qu'on peut en savoir plus justement sur le rôle des océans ? Le rôle des océans, alors à la fois on le connaît suffisamment bien pour savoir qu'il faut vraiment le prendre en compte et en même temps on le connaît très peu. Le rôle des océans est multiple. Alors on dit c'est l'origine de la vie sur Terre, mais dans le contexte qui est ce qu'il est du dérèglement climatique, l'océan a un rôle essentiel dans le sens où il capture plus de 80% de l'excédent d'énergie sur Terre. Donc, il a un rôle par rapport à ça. Il a un rôle par rapport, bien sûr, à l'ensemble de la biodiversité, à l'ensemble de toute la circulation océanique à l'échelle de la planète. Et donc, c'est un maillon essentiel et un régulateur du climat qui est essentiel. Mais malgré tout, on le maîtrise mal, on le comprend mal, parce que c'est une machine très complexe. Les courants, les échanges justement entre l'atmosphère et l'océan. Et donc, c'est pas forcément évident de faire des prévisions de ce qui va se passer par la suite quand on regarde un petit peu les problématiques de réchauffement de l'eau, d'acidification de l'océan, diminution de l'oxygène.
y a énormément de phénomènes qui se passent et qui sont en train de s'emballer aujourd'hui. Mmh. Et c'est intéressant quand tu parles de notion d'acidification. Quels sont justement les impacts derrière quand on parle d'acidification des océans? Alors l'acidification, alors déjà pour réexpliquer simplement, en fait, quand on utilise des énergies fossiles, on va du coup émettre des gaz à effet de serre, dont du CO2. Mmh. Donc ça va renforcer l'effet de serre. Et en fait, le CO2, les molécules de CO2, une partie d'entre elles, donc on va dire à peu près un quart, cette partie-là va aller dans l'océan, va être absorbée, ça va créer une sorte de réaction chimique, une sorte de voilà. Et cette réaction-là, quand les molécules de CO2 vont aller dans l'océan, en fait, ça va changer le pH de l'océan. Alors, il ne va pas devenir acide, mais il va devenir plus acide. Et ça, en fait, cette réaction-là a pour impact de toucher tous les petits organismes, comme notamment tout ce qui va être plancton, phytoplancton, zooplancton. Et en fait, ces organismes-là ont une structure en calcaire, donc, ou un squelette ou une coquille. Et quand l'océan devient plus acide, ça va attaquer leur structure, faire des sortes de petits trous, ça devient un peu plus poreux, on va dire. Et du coup, ça va derrière impacter leur survie, leur reproduction, etc. Et comme ce sont des espèces qui sont à la base de la chaîne alimentaire, forcément, ça impacte tout le reste de la biodiversité marine et donc de la biodiversité de manière générale. Ouais. Donc, c'est pas grand-chose et c'est ça qui est intéressant quand on regarde en termes de chiffres. La diminution du pH, c'est vraiment pas grand-chose, mais à l'échelle des animaux, eux, ils sont vraiment habitués à vivre à une certaine température, un certain pH, etc. Et quand ça varie, ça les impacte énormément. Après l'acidification, tu parlais aussi par exemple, l'élévation du niveau des mers ou du Oui. réchauffement. Quels sont aussi les impacts là-dessus? Alors, le réchauffement, les impacts sont multiples. Je pense qu'il faudrait plusieurs heures pour en parler. Ce qu'on comprend assez bien, c'est qu'effectivement, comme je disais, une partie de la biodiversité est fortement impactée par ça, et même, je pourrais même dire l'ensemble de la biodiversité, dans le sens où les espèces doivent migrer, elles ne peuvent pas vivre à n'importe quelle température, sauf qu'il y a des espèces comme par exemple le corail, eux, ils ne peuvent pas, ils sont immobiles, et donc du coup, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est ce qui provoque par exemple des récifs coralliens, enfin le blanchissement des récifs coralliens. Donc, il y a des espèces qui vont migrer, d'autres qui vont tout simplement mourir à cause du réchauffement de l'eau. Et donc ça, forcément, comme chaque espèce est un maillon de toute une chaîne, quand il y a un maillon qui décline, voire même qui disparaît, forcément, ça impacte les maillons du dessus et les maillons du dessous. Et c'est ça et nous, on est juste un de ces maillons-là. Donc forcément, on est impacté par ces réactions en chaîne. Et par rapport à la hausse du niveau de la mer, en fait, il y a plein de conséquences. Alors, on pense aux conséquences sur l'homme, par exemple, par rapport au littoral ou par rapport aux îles qui vont être en première ligne. Mais en fait, il y a plein d'autres conséquences, comme les problématiques de submersion. Donc, c'est l'eau salée des océans qui arrive sur la Terre et qui peut potentiellement pénétrer dans les nappes phréatiques, saliniser l'eau. Et donc, ça touche aussi nos ressources en eau douce. Donc là, on est vraiment sur des impacts liés au dérèglement climatique. Il y a d'autres impacts vis-à-vis de nos océans. Qu'on peut dire quelques mots sur la pêche, éventuellement la pêche Ouais. industrielle, et également peut-être les pollutions. Je pense aux pollutions plastiques, souvent ce qu'on entend parler. Alors, tout à fait. En fait, il y a quelque chose qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est donc l'IPBES, qui est, on va dire, un organisme scientifique qui étudie la biodiversité, qui a listé les 5 grandes causes 5 facteurs de déclin de la biodiversité et de la biodiversité marine en particulier. Et je trouve intéressant, même si c'est une généralité, voilà, ça va dépendre des espèces, mais cette généralité est intéressante pour mettre un ordre et une priorité, parce que voilà, on est dans un monde où tout est tellement complexe que parfois on a besoin d'avoir quelque chose un petit peu simplifié, on va dire, pour savoir où sont nos priorités. Et aujourd'hui, quand on regarde la biodiversité marine, d'après l'IPBES, la cause numéro 1, c'est la surexploitation des espèces, donc en gros la surpêche. En numéro 2, ça va être la destruction des habitats. Donc ça, c'est lié à la pêche, mais pas uniquement, c'est lié à toutes les activités, notamment des industries maritimes. En numéro 3, c'est le climat. En numéro 4, c'est la pollution. Et en numéro 5, ça va être les espèces invasives. Donc je trouve intéressant d'avoir cet ordre en tête, parce qu'on parle beaucoup de la pollution des océans.
Bien entendu, c'est un combat qu'il faut mener et c'est dramatique. Mais je trouve quand même intéressant de voir que ce n'est pas le numéro 1, c'est même pas le numéro 2 ou le numéro 3, c'est aujourd'hui le numéro 4. Ce qui montre qu'il y a un vrai enjeu. Et par exemple, par rapport à la pêche et la surpêche, on ne l'a pas forcément dans notre radar en tant que citoyen. On s'en sent un peu plus éloigné généralement. Et pourtant, c'est la cause numéro 1. Et là, on a un vrai levier d'action. Donc voilà, s'intéresser à la pêche et au climat, parce que malheureusement, il est numéro 3 d'après ce classement aujourd'hui, mais il est bien en position pour passer en numéro 2, voire en numéro 1, vu le train où vont les choses. Ouais. Donc oui, la surpêche et la pêche de manière générale, moi, c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout il y a quelques années. À vrai dire, je ne m'y intéressais pas particulièrement. Et en fait, maintenant, c'est un des sujets qui me passionne le plus. Je trouve ça incroyable, en fait, ce sujet, de voir comment aujourd'hui on extrait ces ressources halieutiques de l'océan et comment on peut faire pour continuer de le faire de manière responsable demain, prendre connaissance de d'où vient le poisson de notre assiette et de prendre conscience qu'on sait tous à quoi ressemble une vache, un mouton, un cochon qu'on va avoir dans notre assiette. Mais honnêtement, on n'a aucune idée de la tête du poisson vivant qu'on va avoir, que ce soit cabillaud, la sole vite fait, mais il y a plein le merlan, faire la différence avec un autre type de poisson. En fait, on n'en sait rien, on ne s'y intéresse pas du tout. Et ça, c'est le premier point, c'est de se dire, mais en fait, commençons par nous intéresser à notre assiette, au poisson, savoir comment il a été pêché pour pouvoir justement agir. Et d'ailleurs, souvent, il y a une sorte d'uniformisation aussi des consommations et on a l'impression qu'on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de saumon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de thon, beaucoup de sardines. Et finalement, il y a beaucoup d'autres choses qu'on connaît pas forcément, qu'on trouve difficilement parfois en magasin. Donc voilà, c'est vraiment, ça reste un grand inconnu, cet océan. On a besoin d'informations pour savoir quels sont les impacts à chaque fois lors de nos achats, lors de nos consommations également. D'ailleurs, par rapport à ça, je me permets de te couper, mais une des actions que l'on peut faire par rapport à notre consommation de poisson, on pense souvent réduire sa consommation, bien entendu, c'est le numéro 1, mais justement, s'il y a bien quelque chose qu'on peut faire, si on veut continuer de consommer du poisson, c'est de varier ses poissons. Et c'est souvent une surprise lors des ateliers de la fresque océane. Les participants n'avaient pas forcément ça en tête. Leur dire, mais en fait, on mange toujours du thon, du saumon, du cabillaud, des crevettes, en France en tout cas. Donc, allez explorer d'autres types de poissons. Renseignez-vous pour s'assurer que ce ne sont pas des poissons qui sont surexploités aujourd'hui, mais justement, essayons de diminuer un peu la pression sur ces poissons qu'on consomme tout le temps. Et moi-même, j'étais honnêtement une grande fervente des sushis, du saumon, etc. Et ça a été une des actions que j'ai mis en place, c'est d'arrêter de consommer les poissons qu'on consomme toujours. Écoute, Alice, merci beaucoup pour ce constat assez complet. J'aurais une autre question, du coup, qui va en découler. C'est toi, comment vas-tu malgré ce constat? Alors écoute, moi, ça va bien. Ça va bien aujourd'hui. Mais j'ai été assez mal il y a quelques années, on va dire, lors de ma prise de conscience. J'ai une prise de conscience assez violente de tout ça. J'ai toujours été intéressée par les sujets environnementaux, par la biodiversité. J'ai toujours eu je fais du surf depuis que je suis adolescente, donc j'ai toujours un lien avec l'océan. Mais quand je suis partie faire un tour du monde, j'avais besoin de faire un break professionnel en 2015 avec mon compagnon pendant 1 an. On a monté un projet pendant ce tour du monde-là qui avait plus une vocation, on va dire, plus culturelle, on va dire sociale. On est revenu et honnêtement, pendant ce tour du monde, on a cramé plein de carbone, je crois qu'on peut le dire, parce qu'honnêtement, on n'avait aucune conscience par rapport à l'avion. Moi, je disais, bah oui, l'avion, ça émet des gaz à effet de serre, mais on est 300 dedans, donc c'est un peu comme un transport en commun. Pour moi, je ne voyais pas trop le problème par rapport à l'avion. Et quand on est rentré, il y a eu pas mal de changements. Et en fait, on a tous les deux découvert la fresque du climat. C'était en 2017. Donc, c'était au tout début, ce n'était même pas encore une association. Ouais. Et là, ça a été une grosse claque. Pour lui et pour moi, ça a été assez violent. En plus, on venait d'avoir notre fils aîné, qui était tout bébé à l'époque. Et honnêtement, j'ai eu cette phase. Alors maintenant, on utilise le terme d'éco-anxiété. C'est un terme qu'on ne connaissait pas vraiment à l'époque. Oui. Mais ça a été assez dur de se rendre compte qu'en fait, pour moi, ce qui était violent, c'était de me dire que la génération à venir, la génération de mes enfants,
allait probablement vivre quelque chose de plus difficile que ce que moi j'avais vécu, en fait. Et ça, je trouve que c'est pas évident de se dire, mais en fait, dans quel monde ils vont vivre et comment je peux les armer, entre guillemets, pour ce monde-là. Donc ça a été assez compliqué. Pendant plusieurs mois, je dirais, cette prise de conscience a été difficile. Mais bon, après, j'ai pris mon antidote. Comme je suis ingénieure, j'ai commencé par essayer de comprendre les choses. Donc, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup lu, j'ai fait des MOOC, des ateliers, des conférences, des tables rondes. J'étais partout. Voilà. Et en plus, je vivais à Paris à l'époque, donc c'est vrai qu'on avait assez facilement accès, c'était avant le Covid, à énormément d'événements par le Shift, énormément de salons. Donc, j'ai voulu bien comprendre le problème. Et ensuite, je me suis mis à agir. Et là, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Et donc, maintenant, ça va mieux. Oui, c'est intéressant d'expliquer ta démarche parce que c'est vrai que avant d'agir, on a vraiment un besoin de comprendre les choses. Il y a peut-être même un petit côté rassurant, j'ai l'impression, quand on se dit: «OK, je vais prendre le problème, mais je vais le comprendre pour mieux le régler». Et en fait, c'est vrai qu'au tout début, on a envie de tout savoir, en fait, c'est un peu un nouveau monde et voilà, il y a beaucoup d'outils qui existent, mais c'est vrai que c'est une phase qui est importante, je trouve, la phase de compréhension. Mm. Une fois qu'on a découvert le constat finalement qui est relativement alarmant et qui est quand même assez urgent. D'ailleurs, c'est une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup. Il disait, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à le comprendre et 5 minutes à le résoudre. Alors, effectivement, c'est très parlant de dire, posons déjà le problème pour bien comprendre où sont les ordres de grandeur. Et moi, c'est vraiment ce que je constate, notamment quand on fait des fresques du climat ou des fresques océanes ou même les autres. En fait, c'est de comprendre les ordres de grandeur et où sont les priorités, essayer d'appréhender un peu la complexité du problème pour savoir ensuite comment agir. Parce que parfois, et on le fait tous, on fait des efforts pour agir, pour faire des actions dans notre quotidien, pour mettre des choses en place. Ça nous coûte, entre guillemets, ou en temps, ou en argent, ou je ne sais quoi, en organisation. Et en fait, honnêtement, ces peanuts, à la fin, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc, c'est ça qui est important, c'est de bien comprendre ce qui a un impact pour ensuite mettre son énergie au bon endroit et que ça soit vraiment efficace et que ce soit des choses qu'on tienne dans la durée. Bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, vis-à-vis de ce constat, tu as aussi parlé d'associations comme la Fresque du Climat, tu as parlé de la Fresque Océane. Alors ma question, c'est comment est-ce que tu agis aujourd'hui? Est-ce que tu animes ou peut-être que tu as créé un atelier? Effectivement, j'ai créé la fresque Océane. En fait, donc comme je disais, tout a commencé pour moi par la fresque du climat, donc que j'ai découvert en 2017 et en fait, en 2018, on a, fondé l'association. Donc on était plusieurs membres, du conseil d'administration. Donc on a créé cette association, autour de son créateur, donc Cédric Rionbach. Mmh. Et je me suis énormément investie dans la fresque du climat pendant, notamment l'année, 2019, pour animer énormément d'ateliers, former des formateurs, mettre en place un peu toute la structure, et l'organisation, qui permettait un peu de mettre l'association sur la rampe de lancement et lui donner, d'une certaine manière la taille qu'elle a aujourd'hui, qui est honnêtement assez incroyable. Donc ça a été j'ai commencé par beaucoup de fresques du climat. Et ce qui est assez drôle, c'est que dès le tout premier conseil d'administration, c'était même la réunion de création de l'association, j'ai tout de suite dit, moi, je vous préviens, j'ai une idée. Moi, mon sujet de cœur, c'est vraiment l'océan. On parle trop peu, à mon goût, de l'océan dans la fresque du climat. Alors, il y a une bonne raison, c'est qu'il y a plein d'autres choses à voir. Mais pour moi, c'était trop peu. Et donc, j'ai dit, j'aimerais bien développer un concept qui s'appelle la fresque océane. C'est Mmh. vraiment au tout début, on n'avait même pas encore vraiment lancé l'association de la fresque du climat. Et du coup, ça m'est resté dans la tête. Et très rapidement, j'ai commencé en fait à réfléchir à ce sujet-là. Donc, toute l'année 2019, pendant que je faisais toutes mes fresques du climat, j'ai créé cette fresque océane pendant en gros 1 an. Ça a été une année de construction, de tests, de changements, etc. pour créer l'outil qui existe aujourd'hui et qui est donc porté par une association du même nom, la fresque océane. Donc, c'est vraiment un jeu qui est inspiré de la fresque du climat. Ça se joue de la même manière avec des cartes, mais il y a quand même quelques différences dans le sens où mon but, c'était de parler de l'océan de manière systémique. Parce qu'en fait, je suis partie de ce constat que moi-même, j'étais investie au sein de Surfrider comme membre
du bureau de l'antenne parisienne. Je suivais des associations comme Bloom, comme Sea Shepherd par rapport à la pêche, la fresque du climat sur le côté océan et climat. Mais en fait, je me disais, il faut qu'en un seul atelier, on puisse vraiment justement aborder l'ensemble de ces thématiques pour pouvoir avoir la vue globale. Les scientifiques disent d'ailleurs qu'on ne dit même plus les océans, on dit l'océan. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y en a un seul et que justement tous les enjeux sont interconnectés. Donc, c'était vraiment l'enjeu. Et en fait, si on veut parler de l'océan de manière systémique, on ne peut plus juste parler de causes-conséquences comme une fresque du climat. Donc, c'est pour ça que j'ai créé plusieurs sous-lots, d'une certaine manière, qui sont tous connectés les uns aux autres, mais chacun se joue d'une manière un petit peu différente, avec des cartes, mais ce n'est plus uniquement des causes-conséquences. C'est sur la biodiversité marine, on va devoir trouver faire le lien entre des cartes d'espèces marines et des énigmes. Sur le côté pollution, on doit recréer le chemin de la pollution, des stations d'épuration à l'océan. Pour la pêche, on doit trouver quel est l'engin de pêche qui a pêché tel poisson dans cette assiette et quelles sont les conséquences de cet engin de pêche. Donc tout ça, en fait, il y a 6 lots. Les apports de l'océan, la biodiversité marine, la pêche, les industries maritimes, le climat et la pollution. Et ça donne une vue globale. D'accord, c'est comme des mini-jeux dans le jeu. En fait, c'est une sorte de... Comme si on avait 6 mini-fresques qui, au final, font une grande fresque parce qu'en fait, au centre, on a la biodiversité marine et l'homme et en fait, tout est relié. Donc, ça fait une grande fresque où tout est relié, mais il y a des sortes de modules. Et c'est ce qui fait qu'on peut assez facilement, en tant qu'animateur, s'amuser avec la fresque et l'adapter par rapport au contexte, par rapport au timing, etc., pour justement mettre plus l'accent sur telle ou telle partie. Alors justement, cette fresque océane, est-ce qu'elle est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir déjà des connaissances justement sur l'océan? Et surtout, sinon, on a envie de participer à un atelier, comment est-ce que l'on peut faire? Est-ce que c'est possible en ligne, en présentiel? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, elle est accessible à tous. On est dans la même lignée que la fresque du climat et que les autres fresques inspirées. Il n'est pas du tout utile d'avoir des connaissances dans l'océan, c'est vraiment le but. Et après, ce qui est intéressant, c'est que même si on est connaisseur, voire expert dans tel ou tel domaine, comme justement, on aborde des domaines qui sont très différents, généralement, on s'y connaît bien dans un domaine, mais pas forcément dans les autres. On peut, par exemple, être à fond dans tout ce qui va être zéro waste, pollution, etc., mais pas du tout connaître la partie pêche. Ou être expert des éoliennes en mer, mais pas forcément connaître, je ne sais pas, le principe des marées vertes ou d'autres. Donc, c'est intéressant, en fait, qu'on soit novice ou un peu plus expert, de créer un peu cette vue globale. Et après, pour participer à un atelier, en fait, il suffit d'aller sur notre site web La Fresque Océane. C'est le site de l'association. Donc là, il y a un grand nombre de dates. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 50 animateurs. On a décidé de faire un collectif à taille humaine. Donc, on a beaucoup de demandes de personnes qui veulent être animateurs, mais on grossit très doucement, de manière volontaire, pour justement on soit un collectif assez soudé et qu'on se forme aussi entre nous. Parce que pour animer, ce n'est pas évident. Il y a énormément de domaines justement qu'il faut maîtriser pour pouvoir apporter des connaissances aux participants. Ouais. Donc, il suffit d'aller sur notre site. Il y a beaucoup d'ateliers en distanciel pour l'instant parce que le retour en présentiel n'est pas évident. On en fait, mais on constate que les personnes ont du mal en fait à retourner dans des ateliers présentiels. Ça reprend, mais doucement. Donc, on a quelques dates présentielles et pour l'instant, on a encore une majorité de distanciel. En revanche, on fait énormément de présentiel dans des écoles, dans des entreprises, des collectivités. Voilà, quand il y a des demandes, on va dire, pour des structures dédiées. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Super, bravo vraiment pour ton implication et la création de cette fresque que je recommande vivement. On va arriver tout doucement vers déjà la fin de cette émission consacrée aux océans et on va parler de quelques pistes d'action avant de conclure. Alors la question, ça va être quelles sont pour toi, Alice, les 3 actions avec le plus d'impact positif pour ta planète et pourquoi? Alors, ça recoupe avec ce que je disais tout à l'heure. C'est en fait les actions, c'est assez personnel, dans le sens où je pense qu'il faut choisir les actions qui nous parlent. On peut pas. Il faut choisir ses batailles. On peut pas être sur tous les fronts. C'est un peu comme
toutes les bonnes résolutions du début d'année où en fait on en a plein, mais en fait on ne les tient pas parce Oui. qu'on n'y trouve pas forcément un intérêt, parce que voilà, c'est pas forcément adapté. Donc déjà, je pense que c'est réfléchir à ce qui nous touche. C'est-à-dire que moi, clairement, quand je fais des actions au quotidien, j'ai une vraie pensée par rapport au sujet de l'océan, par rapport à la biodiversité, et ça me donne l'énergie pour, on va dire, faire les efforts, organiser ma vie de manière à faire ces actions-là. Donc, je pense que le premier point, c'est de se poser un peu la question de ce qui nous touche, que ça soit environnemental, social, est-ce que c'est plutôt le côté énergie, biodiversité, etc. Et ensuite, de trouver, de comprendre ce qui a le plus d'impact. Moi, personnellement, je dirais que dans les 3 actions, la première, c'est la sobriété, à tout point de vue. Au niveau des achats, au niveau de la sobriété énergétique, ses déplacements, moins d'avions, et cetera. La sobriété étant un très bon exercice en cette période proche de Noël, de se dire, comment consommer moins et mieux. Donc, voilà, beaucoup de seconde main et ce genre d'action. La deuxième, qu'on n'a pas forcément en tête et qui est pour moi, assez importante, c'est de repenser son travail. Parce qu'en fait, Mmh. on travaille globalement du lundi au vendredi. Donc on passe beaucoup de temps dans son travail, beaucoup d'énergie. Oui. Et en fait, c'est de se dire: «OK, les actions, individuelles, c'est bien, ça fait une partie du job, mais en fait, il y a tout ce qui est collectif», et en fait, le collectif, c'est aussi l'entreprise, donc c'est aussi ce qu'on fait dans notre entreprise. Donc en fait, c'est essayer d'avoir du sens dans son travail et d'agir aussi dans son travail. Donc je ne dis pas que tout le monde doit, aller devenir salarié dans une association ou tout plaquer et se mettre à fond dans ces sujets-là. Mais par contre, quel que soit son travail, se dire: «Mais OK, comment je peux essayer d'amener ces sujets, dans mon entreprise, dans ma structure?» Donc ça peut être, organiser des ateliers de fresques, c'est un très bon point d'entrée, pousser ça à ses RH, ou autres, son manager. Mais ça peut être aussi, essayer d'influencer certaines décisions, essayer de monter des groupes de travail, et cetera. Donc c'est vraiment, ne pas dissocier sa vie, et ses valeurs, personnelles avec son travail, et vraiment quel qu'il soit, je pense qu'il y a toujours des actions qu'on peut mener, de manière collective. Et enfin, je dirais forcément une action, en lien direct avec l'océan, et pour moi, ça serait de repenser sa consommation de poissons. On en a un peu parlé tout à l'heure. Vraiment essayer de diminuer sa consommation de poissons, essayer de varier ses espèces et tout simplement s'intéresser aux poissons dans son assiette, s'intéresser à la manière dont il a été pêché, essayer de se renseigner sur les pêches plus artisanales, essayer de vraiment, avoir un lien avec ces poissons-là pour ensuite essayer de diminuer les impacts, et d'avoir des effets positifs par rapport à l'océan. Mmh. Donc se reconnecter à cette biodiversité qui est juste, extraordinaire. Merci beaucoup Alice. De ton point de vue, quel est le plus grand défi pour nous dans les années à venir? Bah, alors il y en a pas mal. Je dois quand même dire que la génération précédente nous a bien chargé le sac à dos, parce qu'on a quand même pas mal de défis dans notre génération et les générations à venir. De manière assez simple, je pense que le défi, c'est quand même de sortir des énergies fossiles. C'est la priorité, et donc pour ça, il faut forcément, transformer de manière, profonde nos sociétés. En fait, ça va avec d'autres choses. C'est aussi, sortir de notre vision, court-termiste, changer notre façon de voir les choses, tout ce qui est politique, la place de l'économie dans notre monde, et donc accepter de changer nos modes de vie, de vraiment changer nos sociétés. Parce que souvent on le dit, mais on ne voit pas trop, ce que ça voudrait dire, et donc pour ça, je pense qu'il faut sortir du triangle de l'inaction, d'arrêter en tant que citoyen d'accuser et de dire que c'est, à l'État de faire quelque chose ou aux entreprises, que les entreprises arrêtent de dire: «Oui, mais c'est lié aux consommateurs», ou l'État dit: «Oui, mais c'est les citoyens qui votent pour nous». Ouais. Donc sortir un peu de tout ça et agir pour justement sortir de ces énergies fossiles. Parce qu'en fait, derrière, il y a un lien, direct avec, la biodiversité, avec, justement le vivant de manière générale. Et là, c'est vraiment le défi de ce siècle. Il y en a plein d'autres, mais en fait, comme tout est interconnecté, si déjà on arrivait, à résoudre celui-là, ça serait, bien pour l'ensemble de la planète. Alors avant de conclure Alice, je vais te poser une dernière question. On va Mmh. faire un petit exercice de pensée, donc je t'invite à fermer les yeux et on va se D'accord. projeter en l'année 2050 et donc dans une trentaine d'années, comment imagines-tu ta planète? Est-ce qu'on a réussi
à répondre à ces grands défis? Alors, ce qui est intéressant dans ta question, c'est comment je l'imagine. Il y a imaginer et espérer. C'est pas vraiment la même chose. Je l'espère. Plus. Alors déjà, je l'espère pas trop chaude. Plus chaude, elle le sera. J'espère qu'on aura réussi donc en 2050, à ne pas avoir déjà dépassé les 1,5 degrés, sachant que souvent on parle à l'horizon 2100, donc déjà essayons en 2050 d'avoir vraiment inversé la courbe. J'espère qu'on sera plus en phase avec notre environnement, avec la biodiversité, qu'on comprendra justement qu'on n'est pas au-dessus, mais qu'on est juste un maillon de la chaîne et qu'on sera vraiment reconnecté avec notre planète de manière générale. Je ne l'imagine pas forcément de cette façon. J'ai tendance à dire que je suis positive, mais pas toujours optimiste. Mais voilà, donc j'espère en tout cas qu'on va aller vers un monde plus collectif, plus à l'écoute et en fait plus calme. Et je pense que c'est aussi une aspiration personnelle de se dire d'avoir un monde où on n'essaye plus d'aller à toute vitesse, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus de croissance, etc. Mais enfin de comprendre qu'il faut baisser le rythme, prendre le temps et être en harmonie avec l'ensemble de la planète. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, Alice. Est-ce que tu souhaites Avec ajouter un plaisir. dernier mot pour la fin? Écoute, ce que je dirais, c'est que ce qu'on a compris, c'est je pense qu'on ne peut pas se battre pour tout et être bon partout. Donc, je dirais à chaque personne qui nous écoute de vraiment chercher, écouter, trouver les causes qui les touchent, que ce soit justement environnementales ou sociales, et de se battre pour ce qui nous touche et ce qui nous fait vibrer. Comme on est 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, si chacun s'engage pour une cause, on devrait bien réussir à créer un monde meilleur avec tout ça. Alice, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Bastien, avec plaisir, à bientôt. C'était Ciel ma planète. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Pour soutenir votre planète, nous vous invitons à prendre ce sujet en main, à vous informer pour comprendre, puis agir individuellement et collectivement. On a besoin de vous. À bientôt!